Mais le pire est venu de l'intervention d'un sociologue, un certain Michel Viviorca, qui a tellement insupporté Pierre qu'il est allé se renseigner sur Internet. Ce qu'il a découvert l'a sidéré. Comment ce sociologue patenté, par ailleurs éditeur et écrivain, professeur dans des écoles prestigieuses, très engagé en politique, invité sur les plateaux télévisés depuis des décennies, à la fois comme caution morale et comme spécialiste des questions identitaires et sociales, comment cet homme pouvait-il affirmer, avec un aplomb si glaçant, que le A cerclé symbolisait l'extrême droite? Cet individu-là ne pouvait pas se tromper. Toute personne s'intéressant de près ou de loin à la politique connaissait ce symbole. Alors, une figure reconnue pour ses connaissances et ses analyses. Un mensonge, forcément. De son air bonhomme de grand-père ahuri, fatigué d'asséner depuis 30 ans ses vérités de vieux sage, le sociologue profitait de sa tribune pour divulguer un mensonge énorme, un mensonge imparable, que personne sur le plateau n'a relevé. Sans aucun doute, il s'agissait là d'une volonté de salir, et le mea culpa présenté dès le lendemain ne suffirait pas à dissiper le soupçon. La révolte était identifiée à la droite, on sentait en elle des ferments de fascisme, il fallait donc déceler des signes tangibles, quitte à tordre la réalité de façon tout à fait baroque. En matière de fake news, on tenait ici quelque chose d'éloquent. Dire que ce gouvernement, par des lois ridicules, cherchait à criminaliser les fameuses rumeurs malveillantes circulant sur le net. Dire que les journalistes se plaignaient de ces fausses nouvelles, sapant leur travail et menaçant la démocratie. Et voilà que les plateaux télévisés donnaient l'exemple d'un mensonge proféré sans vergogne, dans la volonté affichée de disqualifier le mouvement. Comment voulez-vous, me disait Pierre, ne pas ressentir des choses très négatives contre ces gens-là? Comment voulez-vous ne pas détester ces figures qui vous soupçonnent et vous insultent alors qu'elles commettent bien pire? Pierre se disait désolé d'avoir mis un doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire de s'être intéressé à la politique et d'avoir pris la mesure de la saleté qui s'y répand. Les mensonges, les manipulations, les stratégies pour gagner des points dans l'opinion publique et ces phénomènes de violence physique qui, de part et d'autre, contribuent à brouiller les discours. Ouvrez les guillemets. J'ai l'impression de devenir adulte, de gagner en quelques jours une maturité que je n'ai peut-être pas pris la peine de couver auparavant. Mais j'ai de la souffrance en moi. Je suis exalté de vivre ce moment de révolte, tout en ressentant de la tristesse pour ce nouveau visage des rapports humains que je découvre. Fermez les guillemets. Le second samedi de sa présence, Pierre s'est fait contrôler dès la sortie du train. Une équipe de policiers avec brassard l'a intercepté, ainsi que quelques autres plus jeunes, pensant qu'ils faisaient partie d'un même groupe. Leurs affaires ont été fouillées. Pierre ne portait dans son sac qu'une bouteille d'eau, des biscuits, un gilet jaune et une grande écharpe dont il comptait se protéger en cas de gaz lacrymogène. Les autres étaient équipés de masques et de casques légers, et ils ont été emmenés. Allait-il être placé en garde à vue? Pierre a senti que les policiers hésitaient sur son cas, mais ils l'ont finalement laissé partir, sans un mot, mais en gardant le gilet jaune. Pierre aurait pu se vexer d'être traité avec une telle froideur, mais il voyait que les policiers étaient pris par l'urgence. Les autres ont commencé à protester, mais le côté très décidé de la police, les gestes brusques, la présence assez massive de forces de l'ordre au bout du quai ont éteint toute velléité de protestation trop énergique. Pierre est sorti de la gare les jambes flageolantes. Ça n'était pas grand-chose ce qu'il venait de vivre, mais il n'avait jamais approché de si près la présence physique d'une force adverse. Quant au gilet jaune qu'ils avaient gardé, il supposait qu'ils n'en avaient pas le droit. Alors Pierre comprenait la logique de ce pouvoir qui cherchait à contenir des manifestations prenant trop souvent à leurs yeux le visage de la révolte. N'empêche que ce pouvoir flirtait avec l'usage illégal de la force. À vrai dire, Pierre n'avait jamais pris la peine de réfléchir à toutes ces choses. Jusqu'à maintenant, il ne s'était jamais ému que l'État puisse, par exemple, renforcer son arsenal législatif à l'encontre des terroristes, sans doute aussi parce qu'il n'avait aucune espèce de sympathie pour ces derniers. Pour la première fois de sa vie, il constatait simplement que l'État le désignait maintenant, lui, comme une personne dont il fallait se méfier, alors même qu'il n'avait jamais fait que suivre le mouvement d'une foule et que l'État se montrait même capable de commettre des entorses à la loi pour le contraindre. Pierre a passé une bonne partie de l'après-midi à chercher un gilet jaune à acheter, et comme il n'en trouvait pas, il s'est contenté du pull-over moutarde d'une grande enseigne. Puis,
décomplexé par ce qu'il venait de vivre, et comme auréolé d'une légitimité nouvelle, il est passé d'un groupe à l'autre dans une foule qu'il a trouvée plus mobile que la première fois, plus nerveuse, plus méfiante, et désireuse d'en découdre. Lui-même ne se résolvait pas à passer du côté obscur, c'est-à-dire à commettre des dégradations ou à lancer des projectiles. Mais il se sentait pleinement solidaire des gens qui se trouvaient là, quels qu'ils soient. Enthousiaste, il a échangé quelques mots avec un couple de retraités qu'il trouvait inconscients de venir là, mais qui lui ont dit leur joie de participer enfin à un mouvement collectif. Avec un groupe d'adolescents venus par curiosité accompagner leurs parents et leurs amis, par solidarité avec ceux qui les nourrissent. Avec des camionneurs, des déménageurs, de petits entrepreneurs, plus déterminés, venus pour exprimer leur rage contre un système qui, depuis des décennies, les faisait, ouvrez les guillemets, marner pour des cacahuètes. Fermez les guillemets. Puis, curieusement, alors que toute la journée semblait tendue vers un final exalté, Pierre a senti retomber son excitation. Quelques bousculades, les détonations de grenades de désencerclement, la fumée de voitures qui brûlent à l'extrémité d'une rue, des blessés qui courent se réfugier derrière un véhicule, les brassards de secouristes improvisés, tout ce cirque de la brutalité qui se répand sans volonté propre, comme affolée par elle-même, ont eu raison de son énergie. En quelques minutes, l'enthousiasme a basculé dans le doute, puis dans le dégoût. Craignant les coups, redoutant les mutilations, Pierre s'est rapidement écarté des échauffourées pour regagner la gare aussi vite que possible. Là, pas de policier pour lui faire les poches, et il s'est senti soulagé quand le train, dans la nuit, l'a replongé vers sa Normandie natale. Maintenant, Pierre est décontenancé. Il estime avoir flirté avec la révolte physique, mais n'a pas tout à fait franchi le pas, et ressent le besoin de réfléchir à sa posture. La seule chose dont il soit sûr est cette solidarité viscérale qu'il éprouve vis-à-vis des premières impulsions du mouvement, ce réflexe de haut-le-cœur contre un mélange d'injustice et de mépris orchestré par les classes supérieures. Pour le reste, c'est le grand flou. Ce qui se dit exactement dans cette colère, les moyens de l'exprimer, ce que l'on cherche même à obtenir. Pierre hésite entre deux attitudes et il se donne quelques semaines pour choisir. Soit assumer cette colère, apprendre à en parler, peaufiner quelques arguments qui pourraient justifier des épisodes de violence ou d'illégalité, soit prendre le parti de la prudence et de la modestie, emprunter le chemin de l'apaisement et donc du déni, prendre de la distance avec la colère, pour ne plus trop y penser et même espérer qu'elle s'éteigne. Il estime vraiment faire face à un dilemme et en parle avec gravité. Il se connaît suffisamment lui-même pour estimer que ce choix engagera une partie conséquente de sa vie future.